Alors, je vous introduis Philippe Blanchet et Mylène Lebon-Yquem. J'espère que je dis ça correctement. Alors, Philippe Blanchet de l'Université de Rennes 2 est enseignant-chercheur et directeur de recherche en sciences du langage, spécialiste de sociolinguistique, de communication plurilingue et interculturelle et de didactique des langues. Il est rattaché au département communication et laboratoire préfixe. Il est, entre autres, coordinateur français du réseau mixte algéro-français de recherche et de formation doctorale, langue française et expression francophone. Il est également co-directeur des cahiers internationaux de sociolinguistique. Mylène Lebon-Yquem, vous me corrigez si vous... Moi, je... Yquem, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Moi aussi, avec Key on Butcher, c'est galère, du coup, je comprends. Yquem, du coup. Et voilà, Mylène Lebon-Yquem est professeure des universités et vice-doyenne de formation vie et pédagogique au sein de l'UFR Lettres et Sciences humaines à l'Université de La Réunion. Sociolinguiste et autrice de plusieurs ouvrages, ses recherches se concentrent actuellement sur le terrain réunionnais et notamment sur les variations linguistiques. La communication qu'il propose aujourd'hui porte sur les discriminations à prétexte linguistique à partir de questions générales, puis contextualisées, et des résultats d'une enquête récente menée sur plusieurs territoires, dont La Réunion. Alors, Philippe et Mylène, vous aurez 45 minutes de communication, de présentation, suivi de 15 minutes d'échange. Je vous laisse soit partager un écran ou prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est moi qui vais commencer. Vous allez voir avec le plan qu'on a prévu, Mylène et moi. Est-ce que vous voyez le diaporama? Oui. Oui, vous le voyez. Bon, très bien. Donc, effectivement, je passe au plan tout de suite. Nous avons prévu de partager la parole en deux temps. Ça n'apparaît pas clairement sur le diaporama, mais vous verrez que c'est strictement égalitaire en termes de nombre de diapositives que nous allons utiliser. Donc, effectivement, avec Mylène, dans un premier temps, on a pensé qu'il était utile de poser le cadre général des questions qui nous occupent et notamment de les définir autour de la question des discriminations linguistiques, de l'utilisation de la notion de glottophobie et de ces enjeux autour de insécurité, stigmatisation, vulnérabilité. Et dans un deuxième temps, de passer à l'enquête à laquelle nous nous sommes livrés dans plusieurs universités francophones, et on y reviendra, que je présenterai de façon générale. Et puis Mylène, qui est bien plus à même que moi d'entrer dans le détail de l'analyse de cette enquête qui a eu lieu à l'Université de La Réunion, prendra la parole. Et donc, je cesserai de partager mon écran pour que Mylène puisse partager le même diaporama, mais en pilotant les diapositives, ce qui est évidemment beaucoup plus confortable. Voilà, donc vous voyez en deux temps autour de ces 12 points. Et donc, pour ne pas perdre de temps, j'en viens tout de suite à entamer cette première partie donc, qui consiste à clarifier de quoi nous parlons. Donc, ce qui nous a intéressé, qui nous intéresse depuis de nombreuses années, dans cette enquête dont nous allons vous présenter le volet réunionnais, c'est la question des discriminations à prétexte linguistique, donc que j'ai appelé glottophobie, comme vous le savez, je vais y revenir. Donc l'idée, c'est d'abord de définir de quoi on parle. Discrimination, qu'est-ce qui définit une discrimination? C'est principalement deux grands types de critères. Un critère juridique qui renvoie à l'illégalité d'un traitement différencié d'une personne sur la base d'un motif irrecevable, et une deuxième série de critères qui renvoient à l'éthique et qui est de l'ordre de l'illégitimité des critères utilisés pour traiter différemment des personnes différentes. Voilà, je ne trouvais plus comment changer de diapositive. Donc,
il faut évidemment, dans un premier temps, justifier le fait qu'on puisse considérer que traiter des personnes de façon différente dans certaines situations, en utilisant comme motif de différenciation de traitement un motif linguistique, est illégitime. Et donc, il est éthiquement condamnable, en tout cas refusable. Alors pour ça, on vous propose 7 grands types d'arguments. Le 7e nous renverra aux critères d'illégalité. Le premier, c'est l'idée que les langues et les façons de les parler, puisque sont inclus là-dedans, évidemment, pas seulement des langues supposées distinctes les unes des autres. Vous verrez qu'à La Réunion, mais vous connaissez ces situations-là, c'est encore plus clairement le contraire que partout ailleurs. Mais en tout cas, ce n'est pas seulement une question de langue, c'est aussi une question de variation et de façon de parler, éventuellement ce qu'on considère comme une même langue, par exemple le français. Donc ces langues et ces façons de les parler, l'ensemble de ces ressources linguistiques sont des attributs des personnes et donc elles font partie des caractéristiques qui définissent les individus de la même façon que toute une série d'autres caractéristiques et qu'elles ne sont pas dissociables des individus. Avec l'idée que bien sûr, c'est pas inné, c'est pas quelque chose dont on hérite génétiquement, mais c'est quelque chose dont on hérite culturellement et sur le plan éducatif. Et donc, on peut considérer, j'aime bien l'expression de Bourdieu, qu'on a là des habitus qui sont bien sûr sociaux, mais qui sont incorporés et qui constituent la personne. Du coup, si on utilise un motif linguistique pour traiter différemment une personne, ça revient à traiter différemment la personne parce que cette personne est cette personne, parce qu'elle a cette individualité-là. Deuxième argument, on peut l'étendre au groupe avec l'idée que les caractéristiques linguistiques sont aussi des attributs des groupes et que donc refuser à des gens qui partagent collectivement des attributs linguistiques le droit, on y reviendra, il y a une question de droit bien sûr, de les utiliser pour être traités comme les autres est une façon injuste et inacceptable, éthiquement inacceptable de traiter les personnes. Troisième argument, c'est l'idée que de toute façon, la pluralité linguistique en général, qui inclut le plurilinguisme, c'est une caractéristique universelle, c'est une caractéristique banale. J'ai même proposé de risquer le mot normal de fonctionnement des humains et de leur société, et que donc on ne peut pas reprocher aux gens de fonctionner dans de la pluralité, que ce soit individuellement ou collectivement, puisque d'une certaine façon, ça serait empêcher le fonctionnement ordinaire, voilà un autre mot que je vous propose, des ressources linguistiques dans les sociétés et chez les êtres humains. Quatrième argument, l'idée que ces ressources linguistiques sont aussi des ressources culturelles, alors à la fois parce que les formes linguistiques relèvent anthropologiquement du culturel, bien sûr, mais aussi parce qu'en utilisant des ressources linguistiques, on peut produire des œuvres de l'esprit, pour dire les choses autrement. Par exemple, évidemment, classiquement, bien sûr, des chants, des contes, des comptines, de la littérature orale ou écrite, etc. Et il existe des droits culturels qui sont identifiés, qui sont protégés, et on peut donc considérer que par ricochet ou par inclusion, les droits culturels incluent les droits linguistiques et que donc ça nous donne une raison de plus de considérer qu'il n'est pas acceptable d'empêcher les gens d'utiliser leurs ressources linguistiques et de les empêcher donc d'exercer leurs capacités, leurs activités culturelles. Cinquième argument plus général, l'argument de liberté d'expression qui, vous le savez, est protégé par l'ensemble des grands textes concernant les libertés fondamentales et les droits fondamentaux, avec l'idée que si nous bénéficions d'une liberté d'expression, cette liberté doit être étendue aux moyens que nous utilisons pour cette expression, puisque sinon, ça veut dire qu'on réduit la liberté d'expression et que, par exemple, n'auraient le droit de s'exprimer librement que ceux qui le font dans une certaine langue ou d'une certaine façon, ce qui empêcherait les autres d'exercer cette liberté. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais il y a déjà eu par exemple en France, puisque c'est la société dans laquelle nous nous trouvons, des décisions, y compris du Conseil constitutionnel, utilisant le principe de liberté d'expression pour protéger le choix de ressources linguistiques diversifiées.
Ce cinquième argument nous renvoie au sixième, qui est celui du principe fondamental de démocratie, c'est-à-dire le principe de participation au débat public pour une prise de décision générale. Et évidemment, pour pouvoir participer au débat public et donc exercer sa citoyenneté démocratique, il faut pouvoir le faire, quelles que soient les ressources linguistiques avec lesquelles on peut y participer. Et on peut donc considérer qu'il est là aussi éthiquement, d'un point de vue d'une certaine philosophie politique, hein, d'une conception de la démocratie, qu'il est éthiquement inacceptable d'empêcher des personnes d'exercer leur citoyenneté et leur droit à la participation démocratique sur la base de prétextes linguistiques. Et puis le septième nous renvoie à la suite, c'est-à-dire à l'existence de droits linguistiques, ces droits linguistiques étant déterminés et garantis aussi sur le plan juridique, ce qui fait le lien entre les deux grands types de critères de définition de ces fameuses discriminations à prétexte linguistique. Alors, je vais balayer rapidement, je l'ai d'ailleurs souvent fait, certains et certaines d'entre vous les connaissent déjà, hein, quelques textes qui montrent bien que la langue apparaît à égalité avec d'autres types de caractéristiques réelles ou supposées des personnes et des groupes, comme vous le voyez ici dans le pacte relatif aux droits civils de l'ONU, à égalité avec, par exemple, la couleur de la peau, le sexe, la religion, les opinions ou les origines, et que donc ces textes garantissent qu'on ne peut pas traiter les gens différemment en utilisant un motif de langue, chose qui finalement est relativement peu connue, en tout cas peu mise en discours. Vous retrouvez la même chose dans la Charte européenne des droits fondamentaux qui, en plus, tout comme le texte précédent, hein, s'impose à une valeur juridique, s'impose dans le droit positif, y compris en France, par exemple, comme à tous les États membres de l'Union européenne. Vous voyez que j'ai surligné en couleur hein, la mention de la langue dans ce texte qui interdit de discriminer les gens à ce prétexte-là. On retrouve la même chose dans la Convention relative aux droits de l'enfant et nous voilà revenus sur le terrain éducatif et notamment sur le terrain scolaire avec cet article 2 hein, qui interdit là aussi de traiter les enfants différemment et qui impose qu'on les traite de la même façon indépendamment de toute considération de langue. Enfin, dans le droit français proprement dit, l'article 225 du Code pénal, qui est l'article qui interdit et qui punit les discriminations et qui donne cette définition que je vous ai citée tout à l'heure de la discrimination sur le plan juridique, hein, la distinction dans le traitement des personnes physiques ou morales sur le fondement d'eux, et s'ensuit une série de, aujourd'hui, 25 critères qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour traiter les gens différemment. Vous voyez que dans ces critères, en gras et en bordeaux, apparaît un critère linguistique, hein, le fait de s'exprimer dans une langue autre que le français, et j'ai ajouté entre crochets carrés et un peu plus clair le prochain critère qui va être intégré, puisque vous savez probablement qu'il a déjà fait l'objet d'un vote assez massivement positif par l'Assemblée nationale et qu'il n'attend plus que d'être confirmé par le Sénat pour entrer dans la loi et donc modifier cet article du Code pénal qui est le critère de l'accent quand on s'exprime dans une langue. En l'occurrence, évidemment, il s'agit principalement de l'accent qu'on peut avoir quand on parle français. Hop, pardonnez-moi, ça part dans l'autre sens et je ne sais pas pourquoi. Alors, j'en viens à l'idée de traiter ces questions de discrimination à prétexte linguistique avec ce terme que j'ai proposé, le terme de glottophobie, en expliquant pourquoi, parce que ça me paraît important, ça a des conséquences lourdes. L'idée, c'est que parler de discrimination linguistique est ambigu, d'ailleurs on l'a testé par enquête, puisque ça laisse à penser que c'est les langues qui sont discriminées, ce qui est évidemment pas possible puisque les langues ne sont pas des sujets de droit, mais vous savez qu'on a tendance à réifier les langues dans beaucoup de sociétés et dans beaucoup de cultures. Or, bien sûr, ce n'est pas les langues qui sont discriminées, c'est toujours des personnes, individuellement ou collectivement, et que les langues ou les façons de les parler sont dans ces cas-là, comme dans tous les autres, hein, des prétextes. Quand on discrimine une personne au prétexte de son origine, ce n'est pas l'origine, c'est la personne qui subit la discrimination, l'origine étant à nouveau une abstraction. Et donc, ces personnes, alors, dans le cas d'une discrimination, se voient refuser l'accès à une ressource, l'accès à un bien, l'accès à un droit, avec ce prétexte. Et donc, c'est bien la personne qui subit les conséquences de cette discrimination, de ce traitement différencié.
Et du coup, l'intérêt de ce terme glottophobie, qui finalement a bien marché médiatiquement et publiquement, c'est de l'inscrire dans le paradigme que vous connaissez, xénophobie, homophobie, islamophobie, judéophobie, etc. C'est-à-dire dans le paradigme des discriminations déjà connues, établies, auxquelles les gens sont souvent sensibles, et donc de déplacer la question du champ strictement linguistique, qui, comme vous le savez, n'intéresse pas beaucoup les sociolinguistes, dont je suis, au champ social et au champ, en l'occurrence, clairement sociopolitique, puisqu'il s'agit d'une question qui relève de ce champ-là. Les discriminations à prétexte linguistique glottophobes fonctionnent comme les autres, c'est-à-dire qu'elles passent par une phase de stigmatisation. En gros, il s'agit d'utiliser une caractéristique réelle ou supposée d'une personne ou d'un groupe, de l'ériger en caractéristique majeure d'identification de cette personne ou de ces groupes, de lui accoler une connotation négative, méprisante, et de s'en servir pour mettre en place un processus de rejet, d'exclusion. Alors ça passe donc par cette stigmatisation, le regard négatif sur cette caractéristique réelle ou supposée, et sur la base de cette stigmatisation, on peut aboutir à une exclusion des personnes. Et donc ça passe dans le champ sociolinguistique par la mise en place d'une insécurité linguistique, c'est-à-dire, et nous avons repris la définition classique maintenant qui me paraît très pertinente de Michel Francard, le fait qu'on crée chez les personnes la conscience qu'il y a une distance entre ce qu'elles parlent et ce qui est reconnu comme légitime, notamment par l'institution scolaire, et qui est posé comme légitime parce que c'est ce que parle la classe dominante ou un groupe dominant dans la société où vivent les personnes. Les normes étant là aussi le résultat d'un processus d'exercice d'une domination politique et évidemment pas d'une valeur intrinsèque d'une langue ou d'une variété de langues sur les autres. Et cette insécurité linguistique place les gens en situation, ou les groupes en situation de vulnérabilité, d'une incertitude. Est-ce que, comment je parle, je vais être accepté ou est-ce que je vais être rejeté? Ce qui va avoir toutes sortes de conséquences en termes de perte d'estime de soi, en termes de haine de soi et de transformation avec ce qu'on connaît bien, l'arrêt de la transmission des langues, la transformation de la pratique linguistique individuelle ou collective, etc. Et je trouve très intéressant ce schéma de Castel, le sociologue, Robert Castel, dans un texte qui pour moi est lumineux de 2013 pour comprendre ce que c'est que l'exclusion, où il explique que l'exclusion est quelque chose dans quoi on va rejeter les gens après les avoir placés en situation de vulnérabilité, que donc pour prendre un autre mot, la précarité de la situation, y compris la précarité de la situation socio-linguistique, est un élément moteur du processus qui fait qu'on va passer de l'inclusion à l'exclusion. Donc, on va passer par l'insécurité linguistique, la stigmatisation pour produire de la discrimination. Dans la société française, c'est un phénomène qui, vous le savez, est hélas extrêmement répandu, il est même systémique, puisque l'idée qu'il y a une seule langue qui serait comment on pourrait dire, le pendant, le calque de l'identité nationale, le pilier de l'identité nationale est une idée extrêmement répandue qu'on retrouve dans toutes sortes de discours politiques, médiatiques et aussi éducatifs. Alors j'en ai fait des relevés nombreux par ailleurs, je passe ici, mais j'ai trouvé intéressant de prendre ce tweet du ministre actuel de l'Éducation nationale comme symptôme de cette idéologie linguistique hégémonique, avec, vous le voyez, la langue, la grammaire au sens scolaire du terme, et la République au sens de la cohésion de l'identité nationale et de la nation, avec tout autour de ce schéma, en s'appuyant sur la loi, un certain nombre de secteurs de mise en œuvre de cette idéologie linguistique qui vont produire l'insécurité, qui vont produire cette glottophobie systémique qui fait que toute personne qui ne respecte pas la norme, notamment grammaticale, mais aussi orthographique, d'une seule langue, qui est la seule langue autorisée, finalement le français, se trouve mise en insécurité et éventuellement, après avoir été stigmatisée, en situation de discrimination. Je parle là de choses que vous connaissez bien, je pense que je peux passer rapidement et passer à la présentation de l'enquête.
Donc, cette enquête, son initiative revient à notre collègue Christian Bergeron, qui est sociologue à l'Université d'Ottawa, en Ontario, qui est québécois et qui travaille dans un département francophone. Vous savez que l'Ontario est un des États bilingues, une des provinces, on dit province au Canada, hein, bilingue du Canada, où les francophones sont minoritaires. Et suite aux travaux que j'ai menés, comme vous le savez, sur la glottophobie en France en général et sur certains terrains, notamment en Bretagne et en Provence, avec d'autres collègues, il est venu me trouver en me proposant qu'on passe à une étape moins qualitative et plus quantitative avec une enquête exploratoire pour étaler au fur et à mesure nos connaissances sur la question, hein, dans des situations francophones différentes. Alors, on a sollicité notamment Mylène Lebon-Eken, qui va prendre la parole juste après, parce que la situation réunionnaise que nous connaissons nous paraissait particulièrement intéressante. Et puis, pour pouvoir diversifier les terrains francophones, vous avez un terrain francophone nord-américain où le français est langue minoritaire. Vous avez 2 terrains francophones de France dite métropolitaine, hexagonale, continentale, enfin qui n'est pas d'outre-mer finalement. On ne sait pas comment la nommer, on n'y arrive pas. On a encore discuté avec Mylène en préparant, on est très embêté avec ça. Ces 2 régions étant la Provence et la Bretagne, dans lesquelles le français est langue dominante face à d'autres langues minoritaires. Et puis cette île de la Réunion où le français est aussi langue dominante, mais face à une langue dont la situation et le rapport au français sont nettement différents de ce qui se passe en Provence ou en Bretagne aujourd'hui. Donc, une enquête plutôt quantitative, mais quand même semi-directive, qui a été mise en place en ligne avec une application que vous connaissez, hein, d'enquête quantitative sociologique. C'est l'Université d'Ottawa qui a piloté tout ça. L'idée, c'est d'y ajouter des entretiens qualitatifs et il n'y a qu'à La Réunion qu'on a pour l'instant pu le faire, en l'occurrence que Mylène a pour l'instant pris le temps de le faire et elle va pouvoir vous en rendre compte. Notre idée étant évidemment, à la fin de l'analyse de ces 4 situations, pour l'instant on a dépouillé les questionnaires quantitatifs, on puisse faire un travail comparatif sur le rapport à l'insécurité linguistique, aux discriminations glottophobes chez ces étudiants qui sont francophones, mais qui sont, vous allez le voir, partout d'ailleurs, pour beaucoup plurilingues. Voilà, je vais quitter maintenant, puisque cette diapositive, hop, excusez-moi, j'arrête de partager, c'est Mylène qui va la projeter pour prendre la parole. J'espère que j'ai été correct avec le temps, c'est dur de suivre, puisque quand je projette, je ne vois plus l'heure sur mon ordinateur. Et voilà, c'est reparti. Tout ça, quand même, entre la Réunion, la Bretagne et la Guadeloupe, c'est pas mal. Merci Philippe. Donc, je vais prendre la suite. Je suis désolée, mais ma caméra fonctionne très moyennement et quand je la mets, en fait, je n'arrive pas en fait à avoir une bande passante suffisamment correcte. Bon, ben, je vais essayer de temps en temps de la remettre. J'espère que vous voyez bien les diapositives. On voit bien, oui. Oui, il faut que tu les mettes en mode présentation, Mylène, s'il te plaît. Il faut que je les mette en mode parce que ce n'est pas assez gros, là, tu veux dire? Oui, tu sais, comme si tu projetais sur ton écran complet ou tu vois, parce que je sais qu'il va y avoir pas mal de choses écrites un peu petites et plus... Oui, là, ça va? Ben, tu n'es pas en mode présentation. Okay. Tu sais, en bas à droite de ton écran PPT, là, tu peux cliquer juste à côté de ce qui règle la taille. Tu peux cliquer sur un petit symbole qui montre un écran. Alors, je vais déjà là, je n'arrive plus à retrouver mon écran. Alors, on va y arriver. Tu ne partages plus là, ça arrête. Ouais. Mais d'abord, avant de le partager, je vais le mettre en mode diaporama peut-être. Il va forcément revenir en mode brouillon. D'accord. Ok, donc il faut que je le fasse pendant que je partage. Ouais. Voilà. Maintenant, il faut que tu le mettes en mode diaporama, si tu peux. Alors, ben, écoute, là, j'ai plus la main. Bon, ben, je crois que vous allez… Bon, tant pis. Tant pis. Parce que là, tu étais en mode présentateur. Ouais, j'étais en mode présentateur, mais là, du coup, je n'ai plus du tout la main sur le… Ça fait complètement bugger mon écran.
Excusez-nous, hein, on prend un peu de temps, mais c'est parce qu'il va y avoir des tableaux et des chiffres. Oui, Si vous ne ne voyez vous pas. inquiétez pas. Mais ça, si on peut juste zoomer un petit peu, ça peut peut-être marcher. Est-ce que là, si je grossis comme ça, c'est suffisamment gros pour vous? Un peu Oui? plus, si tu peux. Il y a encore de la marge, il me semble, sur l'écran. Encore un petit peu plus, ça va? Allez, C'est bon? les bons. Ouais. C'est bon. Allez. Donc, moi, je vais commencer par une présentation assez rapide du contexte réunionnais, donc d'abord de la situation anthropologique de la Réunion. On qualifie la Réunion de société pluriculturelle, pluriethnique et multireligieuse, et on dit aussi qu'elle a été façonnée par différentes migrations. Donc, la Réunion a été colonisée en 1665. Elle a été peuplée d'agriculteurs et de marins français. Puis, elle a reçu une main-d'œuvre servile originaire de Madagascar, d'Afrique de l'Est et du sous-continent indien. Et en fait, après l'abolition de l'esclavage en 1848 et la fin de l'engagisme en 1880, on voit à La Réunion une arrivée assez importante de personnes qui sont originaires d'Inde, de Chine. Puis, on voit aussi une migration provenant de Mayotte et des Comores, donc des îles de l'océan Indien proche. Au niveau de la langue créole, en fait, on considère que la langue créole est l'emblème un peu de cette cohésion sociale. Alors pourquoi? Parce que justement, chaque groupe un peu différent, chaque groupe un peu diversifié a constitué en fait une forme d'acculturation. Et donc la langue créole qui a été mise en place dès les premiers jours est aujourd'hui parlée par toutes les composantes ethniques de cette société réunionnaise. Et donc, cette langue créole est considérée comme un ciment de la communauté globale, justement. Et donc, on a plutôt, les observateurs disent effectivement que la Réunion, que les différentes communautés réunionnaises cohabitent de façon, extrêmement harmonieuse. Mais évidemment, quand on regarde un peu plus près cette société réunionnaise, on s'aperçoit qu'il existe des tensions qui sont sous-jacentes. Et donc, on voit qu'il y a de vrais clivages entre les créoles, les Français de l'Hexagone qu'on appelle les oreilles, et les ressortissants de Mayotte et aussi des Comores qui sont particulièrement visés justement par ces tensions. Au niveau de la situation socio-linguistique réunionnaise, alors selon justement Lambert Félix Prudent, nous avons affaire à un macro-système qui comprend une langue populaire, le créole, qui est un objet symbolique controversé, un standard survalorisé, la langue française, et une capacité de mélanger les deux langues, donc justement avec une zone interlectale assez importante. Moi, j'aime aussi beaucoup cette citation de Moufouéné qui parle d'espace sphérique dont le basilecte et l'acrolecte seraient les pôles extrêmes, et ceci représenterait des points de repère pour situer des locuteurs créoles selon qu'ils sont plus proches d'un pôle ou de l'autre. Alors moi, je l'ai plutôt symbolisé comme une sphère, effectivement, avec les différentes langues, vous voyez ici, et les mélanges avec la zone interlectale. Au niveau des représentations, au niveau des statuts des langues en contact, effectivement, Chaudenson a indiqué qu'il est étroitement lié à la genèse du créole et qu'on a comme ça une opposition entre la langue des esclaves et la langue des classes favorisées et dominantes, donc le français, donc langue des esclaves créole, bien sûr, vous l'aurez compris, et langue des classes favorisées et dominantes, le français, pardon. Et donc, on a une hiérarchisation sociale des pratiques linguistiques diglossiques avec une valorisation du français qui est la langue prestigieuse officielle qui est souvent liée à des situations formelles et à une minoration du créole qui est la langue de la communication privée ou populaire, même si depuis les années 2000, début des années 2000, on constate en fait que le créole est beaucoup plus présent dans l'espace public, qu'il y a une vraie prise en compte de cette langue dans l'espace scolaire avec les programmes nationaux, avec des feuilles de route académiques, avec les classes bilingues, etc. Mais malgré tout, aujourd'hui encore, on constate qu'il y a une vraie permanence de l'idéologie diglossique, c'est-à-dire que lorsque les mélanges se retrouvent dans l'espace institutionnel, lorsque les mélanges où le créole est écrit, cette stigmatisation, elle perdure en fait. Donc, on a toujours cette idéologie diglossique qui reste dominante.
Au niveau des enquêtes en ligne, donc Philippe en a parlé, moi je vais juste vraiment parler des spécificités réunionnaises. Nous avons eu donc 214 étudiants et étudiants de l'UFR Lettres et Sciences Humaines, de licence et de master, donc avec toutes les disciplines qui sont indiquées ici. Et ces 214 étudiantes ont été contactées par 2 enseignants-chercheurs en sociolinguistique de notre laboratoire, donc du LCF. Il a été intéressant en fait de définir les items avec eux, effectivement, et donc nous nous sommes appuyés sur l'expérience justement des personnes pour définir un certain nombre d'items, de leur idéologie justement, et puis de leurs options linguistiques. Il nous a aussi semblé intéressant de nous appuyer sur les caractérisations des différentes variétés par les Réunionnais eux-mêmes des langues en contact et caractérisations qui ont été réalisées dans des recherches précédentes. Donc, on retrouve mélange créole-français, le créole et le français régional ou local. Comme Philippe l'indiquait aussi, moi j'ai aussi entrepris donc des entretiens avec 20 volontaires qui ont participé à cette enquête quantitative. Et en fait, il a été question lors de ces entretiens de caractériser en fait de revenir sur certaines réponses du questionnaire en ligne pour justement mettre peut-être en évidence des tensions ou revenir aussi sur des précisions qui ont été justement dont on avait besoin lors de l'enquête en ligne. Et donc, en fait, cet entretien a été globalement réalisé sous forme de biographie langagière où, effectivement, le participant a été invité à raconter son parcours et à l'inscrire, en fait, dans l'histoire de la société réunionnaise. Alors, donc, les caractéristiques des participantes, on constate qu'il y a une surreprésentation des femmes, c'est-à-dire 86% des participants sont des femmes. Ce qu'on retrouve aussi dans les différentes enquêtes que l'on a vues jusqu'à présent, que ce soit en Provence et que ce soit en Ontario. 87% des participantes ont entre 18 ans et 24 ans, ce qui est assez logique puisqu'on est en licence et en master, et avec une forte représentation des étudiants de licence contre 39% en master, contrairement par exemple à la Provence chez Philippe. Autre caractéristique aussi, on s'aperçoit que 72% des étudiants interrogés sont nés à La Réunion et 86% sont originaires d'espace india-océanique. Autre caractéristique, 80% relèvent de 2 départements français, donc La Réunion et Mayotte. Et si on ajoute les 10,75% de la France continentale, on se retrouve avec 91% de participants qui sont nés dans les départements français. Donc, vous l'aurez compris, une grosse majorité, tout ça pour dire qu'une grosse majorité qui relève de départements français. Évidemment, une grosse majorité aussi qui relève de La Réunion, qui déclare habiter à La Réunion, avec 71% de participants déclarant habiter à La Réunion et 12% depuis 10 ans et plus. Voilà. Donc là aussi, forte représentation de La Réunion avec justement une part faible des autres territoires de l'océan Indien. Donc, au niveau des résultats, on constate une intense pluralité. Effectivement, lorsque vous regardez le tableau des langues parlées par les parents des répondants, on s'aperçoit qu'environ 60% des parents des répondants utilisent le créole, indiquent utiliser le créole, et le créole mélangé au français. Donc, une forte représentation. Ensuite, le français normatif, qu'il soit correct, scolaire ou standard, les participants indiquent que leurs parents utilisent ce français normatif pour 50%. Et très peu de pourcents, 10% pour la variété régionale, qui est une variété très peu reconnue et en fait assez stigmatisée. Donc, si on ajoute ces deux variétés, on constate que 60% des participants indiquent que leurs parents utilisent le français.
Ce qui est intéressant aussi dans cette question, c'est que les participants avaient le droit, avaient la possibilité de cocher plusieurs réponses. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est quand on regarde les réponses uniques que vous n'avez pas sur le tableau, mais que je vais vous indiquer. Le créole est indiqué seulement par 13 personnes, c'est-à-dire par très peu de gens, en fait, par 6,1% des participants. Le français normatif par 2% et le français régional encore moins, de quantité extrêmement négligeable. Ce qui fait qu'en fait, ce qu'on a donc constaté justement, c'est qu'il y a une grande cohabitation de plusieurs lectes, le créole et le français notamment, et une grande hétérogénéité des pratiques langagières. Les autres langues de l'océan Indien, c'est-à-dire le malgache, le comorien, le maoré, sont évoquées dans peu de réponses, donc comme vous le voyez, moins de 10%. Et notamment participe aussi à cette cohabitation parce qu'on a regardé d'un peu plus près la catégorie autre, en fait. Et donc, justement, dans cette catégorie autre, on constate qu'il y a l'anglais qui est signalé également par 11 personnes, donc c'est vrai par peu de gens, mais on constate effectivement une grande pluralité linguistique. Cette pluralité va se retrouver aussi au niveau des langues apprises ou comprises par les participants à cette enquête. Là aussi, on va constater que le français est en tête avec à peu près 69%, c'est-à-dire qui se décompose en 60% de français normatif et 9% de français régional, donc autour de 70%, donc français cité. Le créole par environ 55% des personnes et le mélange à peu près 50%. Le mélange qui est un peu moins cité, qui sont un peu moins cités que dans les pratiques déclarées par les parents, à peu près à 13% de moins, parce que justement, alors ça a été une précision qui a été demandée lors de l'enquête qualitative. Nathalie nous dit, en réalité, il est difficile d'apprendre des mélanges. On apprend une langue comme le français ou le créole, et après, on réalise des mélanges quand on parle. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une opinion qui est très répandue dans la société réunionnaise, c'est-à-dire qu'on a encore une représentation très idéalisée des langues, comme des systèmes autonomes ou réifiés. Philippe en parlait tout à l'heure. Et en fait, les mélanges ne sont déplacés que dans le discours et dans l'interaction. Pour revenir à la forte pluralité linguistique, on constate que pour le nombre de langues comprises, 54%, là vous n'avez pas dans ce tableau, mais c'est une question complémentaire, 54% des participants indiquent en fait qu'ils utilisent 3 langues, 23% 2 langues et 21% 4 langues. Seulement 2% des participants indiquent qu'ils utilisent une seule langue. Donc voilà, c'est pour accréditer l'idée de la grande pluralité linguistique. Autre caractéristique des résultats, alors, pardon, parce que du coup, j'ai dû sauter un élément. Alors, oui. Pardon, oui. Autre caractéristique des résultats, effectivement, on constate effectivement que là aussi, parmi les langues parlées par les participants, on constate que les langues parlées par les participants, le français arrive aussi en tête, d'accord. Ensuite, le mélange créole-français, et ensuite le créole. Donc, le créole demeure fortement présent, en fait, mais dans des pratiques langagières qui relèvent plus de configuration fusionnelle avec le français, donc des pratiques interlectales, mais le créole est toujours très, très présent. Donc là aussi, la pluralité linguistique est très forte et elle est confirmée par les réponses à la question « Combien de langues parlez-vous » de façon rudimentaire. Et donc là aussi, nous avons 38% qui indiquent 2 langues, 29% 3 langues, 20% 4 langues et seuls 14% des étudiants ont déclaré qu'ils étaient ou qu'elles étaient monolingues. Et ensuite, autre aussi réponse intéressante, c'est que à peu près 65% indiquent appartenir à la communauté du groupe créolophone et francophone.
et 16% seulement appartenant au groupe francophone et 6% appartenant au groupe créolophone uniquement. Voilà, donc 65% appartenant au groupe créolophone et francophone, donc au groupe des deux langues en fait. Voilà, donc ça accrédite encore une fois l'idée d'une grande pluralité. Alors, autre résultat, on constate aussi que le créole est considéré comme un emblème identitaire lorsqu'on s'attache effectivement aux langues auxquelles les répondants sont les plus attachés. Le créole est cité pour près de la moitié des répondants. Donc autour de 47%, 46%, 5%. Le mélange français-créole et le français normatif arrive loin derrière avec, comme vous le voyez, 19%, autour de 20% et 17%. En fait, on s'est aperçu, et notamment là aussi dans les entretiens qualitatifs, que pour affirmer son identité, autant lorsque on déclare la langue ou les lectes qu'on utilise ou les variétés qu'on utilise, on va bien s'attacher à citer créole, mélange de créole français, etc. Mais quand on veut affirmer son identité, on va choisir vraiment un code polaire bien identifié, qui est d'ailleurs de mieux en mieux reconnu dans la société réunionnaise, puisqu'il y a encore quelques années, on disait que le créole n'était pas une langue, mais maintenant, on reconnaît bien que le créole est une langue. Et donc, pour affirmer son identité, on va vraiment citer ce code polaire bien identifié pour bien se démarquer en fait du français, qui est la langue de prestige valorisée. Donc, on ne va pas citer les mélanges, mais on va vraiment, en opposition en fait à un code bien identifié, on va citer le créole. Donc, ça aussi, c'était, il me semble, un résultat très intéressant. Autre résultat intéressant, c'est qu'on va constater une grosse minoration des mélanges. Quand on regarde le premier tableau et donc la capacité à parler en français, et pas seulement en français normatif, hein, on a bien indiqué dans la question qu'il s'agissait du français régional, etc., de toutes les variétés du français, on s'aperçoit en fait que près de 90% des participants évaluent positivement leur capacité d'expression en français, avec plus de la moitié qui considèrent qu'ils ont un bon niveau en français, donc 50,47%, et 38%, 39% qui vont considérer qu'ils ont un très bon niveau en français. Au niveau justement de la capacité à écrire en français, on va considérer également que les capacités en français sont très bonnes, bonnes ou très bonnes pour 78%, avec bonnes 47% et très bonnes 30%, 31%. Donc, on voit bien que le français est la variété la plus souvent citée, avec laquelle on se sent la plus à l'aise, pour 48%, et elle est perçue très positivement lorsqu'elle est comparée aussi au français d'autres régions. Donc, ce n'est pas seulement le français à La Réunion, mais le français à La Réunion est estimé aussi bon que le français des autres régions de la France hexagonale. Les mélanges français-créole, qui sont pourtant presque autant mobilisés que le français, hein, rappelez-vous de ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire les mélanges sont mobilisés pour pratiquement 55% des personnes. C'est la variété dans laquelle on va se sentir la plus à l'aise, mais c'est la variété dans laquelle on va se sentir peu à l'aise, justement. Et donc, quand on interroge justement cette espèce de tension et de contradiction, les participants de l'enquête qualitative indiquent que, en raison de leur statut d'étudiante, ils ne se sentent pas légitimés à utiliser ces mélanges-là à l'université. Et comme l'enquête a été passée à l'université, on émet l'hypothèse très forte d'influence très forte également de l'idéologie diglossique, avec une conformité aux attendus de l'enseignement supérieur qui valorise exclusivement le français standard. Une autre caractéristique de ces enquêtes, elles mettent en évidence des discriminations qui sont mal identifiées. C'est-à-dire que lorsqu'on s'intéresse justement aux questions concernant la grande importance accordée par les parents à la langue française, on s'aperçoit que pour 88% des parents, les parents accordent de l'importance à la langue française, ce qui confirme également des résultats des enquêtes précédentes.
Et on constate que de façon, cette importance, elle est de façon, enfin pardon, cette attention, elle est très conséquente pour 53% des parents et un peu plus modérée pour 34%. Mais il y a quand même une importance déclarée. Là aussi, autre réponse importante dans le tableau qui est à côté, c'est l'insistance des parents à parler un bon français. Et là, les parents, il est indiqué effectivement oui pour 55%. Et plus ou moins pour 23% et non seulement pour 20%. Donc, il y a une grande insistance là aussi des parents à parler un bon français. Ensuite, autre réponse importante, c'est est-ce que la langue française va constituer un sujet de dispute avec les parents, l'entourage familial ou amical? La réponse est majoritairement non. Donc, on va considérer que la politique, on pourrait conclure, en tout cas à partir de ces chiffres, que la politique familiale favorise explicitement le français et, on va dire, sans trop de tension. Mais en fait, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de discrimination glottophobe un peu mal identifiée, parce qu'en fait, quand on l'a aussi dans les enquêtes qualitatives, lorsque on met l'accent justement sur ces questions-là, on s'aperçoit que en tout cas les étudiants qui sont interrogés nous indiquent que quand les intentions des parents sont bonnes, même s'il y a des tensions, en fait, elles ne sont pas du tout mal vécues. Et en fait, on s'aperçoit qu'à l'école aussi que les critiques ne sont pas toujours perçues parce qu'en fait, on considère que les critiques doivent être agressives ou violentes. Et effectivement, en plus, quand elles sont réalisées par une figure d'autorité, donc par un enseignant qui est une figure d'autorité dans le cadre d'un apprentissage, qui a de toute façon, en tout cas, c'est vécu comme ça, des intentions bienveillantes, et donc qui a pour objectif la langue de prestige, ce n'est pas du tout vécu, en tout cas c'est beaucoup moins vécu comme des tensions. Et donc, par exemple, je vous lirai juste le témoignage de Fabrice. Fabrice nous dit, à l'adolescence surtout, j'étais un peu rebelle. Mes parents voulaient absolument que j'utilise le français parce que pour eux, sans le français, je ne pouvais pas aller de l'avant. Mon père disait, ben, tu es bien avec ton créole. Tu iras où? Va parler en France avec ton créole. Tu seras bien. Ça ne mène nulle part. Mais moi, je savais que c'était vrai. Et puis, je savais que c'était pour mon bien, en quelque sorte. Les parents, ils pensent au bien de leurs enfants, c'est sûr, parce que les parents font comme cela avec leurs enfants. Mais moi, j'avais des fois besoin de parler créole, en mode rebelle, je vous dis. Ben là, des fois, ça criait chez moi, ça criait fort. Et après, je parlais plus créole. En tout cas, pas quand ils m'entendaient. En mode rebelle, avec les gars seulement. Voilà ce que Fabrice nous dit. Alors, c'est un petit peu la même chose, effectivement, de la part de Sabine. Donc, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, effectivement, quand les intentions sont bonnes, ces tensions ne sont pas vraiment perçues. Les enfants se rendent bien compte, en fait, qu'il faut, comment dire, qu'il faut… excusez-moi, mon téléphone sonnait en même temps, je suis désolée. Les enfants se rendent bien compte qu'il y a bien des tensions. Excusez-moi. Voilà, donc c'est les joies de la visio en direct chez soi, pardon. Donc voilà, pour revenir, du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Donc voilà, quand les intentions sont bonnes, je vais reprendre le fil de ma pensée, quand les intentions sont bonnes, en tout cas, les tensions ne sont pas vécues comme violentes, en tout cas, elles ne sont pas mal vécues, même si on se rend bien compte qu'il y a bien des intentions. Voilà. Autre résultat, je parlais aussi de discrimination glottophobe mal identifiée parce qu'en fait, seuls 58% des répondants arrivent à identifier justement ces discriminations glottophobes, ces discriminations langagières, et donc contre 42% qui les ignorent. Donc un peu plus de la moitié qui les connaissent contre un petit peu moins de la moitié qui ne les connaissent pas. Pour une grande majorité de ces personnes qui les connaissent, c'est un vrai problème contre lequel il faut lutter, mais il y a quand même pour une partie de ces personnes qui considèrent que les discriminations sont surmédiatisées et une toute petite partie, mais quand même qu'elles ne constituent pas un réel problème.
Pour 70% de ces personnes interrogées et qui connaissent justement ces discriminations, 70% vont considérer qu'elles sont moralement inacceptables et 30% qu'elles sont interdites par la loi. Donc, en fait, comment dire, les interdictions que citait Philippe tout à l'heure ne sont assez mal connues en réalité. Autre caractéristique des discriminations glottophobes, c'est que les victimes sont assez démunies, en fait, quand elles ont connu ces discriminations. 17% de ces victimes ont gardé le silence ou n'ont pas réagi. Donc, 22% ont mis en place des stratégies d'évitement, c'est-à-dire avec de l'autocensure, ou bien une petite partie va éviter de parler avec les locuteurs de la langue concernée par les critiques. Il n'y a que 7%, donc très très peu de personnes qui vont échanger avec les personnes qui sont responsables de ces discriminations et 7% de ces personnes qui vont affirmer leurs droits linguistiques. Donc en réalité, nous n'avons que 14% des personnes interrogées qui en fait vont vraiment prendre les choses en main et vont réagir de façon un petit peu forte. Autre résultat aussi, non, je vais rester là-dessus. On va considérer que les discriminations sont assez hiérarchisées, que en fait, lorsqu'on demande aux étudiants de citer les discriminations les plus courantes, alors les premières discriminations qui arrivent sont les discriminations qui ont trait à l'orientation sexuelle, donc en forte majorité, 69%. Ensuite viennent les discriminations qui ont trait au sexe ou au genre, pour 53%. Au fait d'être transgenre également. La race et la couleur de peau va arriver aussi pour 35%. Donc, vous voyez bien que ça va bien relativiser la cohabitation qu'on dit harmonieuse et qu'on avait citée comme harmonieuse des communautés. La pauvreté à 35%. Et donc, alors intéressant aussi, la croyance ou la religion à 28%. Et puis, les discriminations glottophobes sont les moins courantes. En fait, elles vont arriver en 15e position. Et donc, elles ne vont concerner dans cette liste que 6% des étudiants. Et personnellement, que 4% des étudiants. Et donc, en fait, elles sont considérées comme peu importantes. Alors, pourquoi? Parce que justement, et c'est ça aussi, c'est très intéressant, parce que souvent, ces discriminations sont banalisées, en fait, sur c'est une question qui a été un petit peu creusée avec les participants de l'enquête qualitative. Et sur 18 participants de l'enquête qualitative, on s'aperçoit que 20 ont subi des discriminations linguistiques depuis leur plus jeune âge, mais que ces 20 étudiants, que ces 18 étudiants, les ont intégrés dans leur quotidien. Alors, rapidement, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je trouve que les témoignages sont aussi très, très, très intéressants. Il ne me reste pas beaucoup de diapos, donc je vais faire assez vite. Donc, Paul nous indique que, par exemple, dire parle français, parle avec une vraie langue que tout le monde comprendra, ou ton accent français montre bien que tu es créole. Et là, on voit bien qu'on ne parle pas complètement le français de France. Pour moi, ce ne sont pas des discriminations. Parfois, c'est vrai, cela fait un peu honte, c'est vrai. Là, je me rends compte que cela nous différencie des autres et nous fait comprendre qu'on ne parle pas comme certains, vous savez, comme certains métropolitains qui arrivent. Mais après, en France aussi, dans toutes les régions, on ne parle pas pareil. Mais c'est vrai, je réfléchis en même temps que je parle, mort de rire, c'est vrai que cela peut être blessant, même quand, oui, c'est vrai. Mais quand je pense à certaines autres discriminations, quand on pense par exemple des critiques envers le sexe de la personne ou ceux qui ont subi par exemple de façon très violente ce genre de discrimination concernant le sexe de la personne, etc. Et bien là, on se rend compte que ces personnes ont pensé à se suicider. Moi, je connais quelqu'un qui a été harcelé matin et soir, tout le temps, dans la rue, sur le chemin de sa maison, par téléphone, par mail, et qui n'en pouvait plus et qui a failli se suicider et qui ne l'a pas fait.
mais il est toujours très, très mal, effectivement, parce que ces discriminations concernaient le sexe de la personne ou le genre de la personne. Mais alors, du coup, effectivement, quand moi, on me dit parle bien français, franchement, ce n'est pas extrêmement important et ce n'est pas extrêmement violent. Donc, voilà un petit peu le témoignage d'un des… Alors, il y en a beaucoup comme ça. Voilà le témoignage, effectivement, d'un étudiant qui nous dit, finalement, il y a d'autres choses beaucoup plus graves. Donc, finalement, les discriminations linguistiques sont beaucoup moins stigmatisées de façon violente, donc c'est moins grave. Et je vais arriver à mon avant-dernière diapo, rassurez-vous. Et puis, on s'aperçoit aussi dans ces résultats de cette enquête que les variétés de l'océan Indien sont fortement discriminées et que les discriminations concernent très fortement le comorien, donc pour 31% pratiquement, comme la langue perçue comme relevant de l'immigration pour 17,5%, mais c'est identifié lorsqu'on regarde de plus près les résultats. Cette langue est identifiée majoritairement comme du maoré, du comorien et du malgache. On s'aperçoit aussi que le shimaoré est bien discriminé et une autre langue de l'océan Indien, dans la rubrique une autre langue de l'océan Indien, la discrimination est de 5%. Le créole arrive en 4e position, effectivement, même si, puisqu'on constate une hiérarchisation des discriminations, peut-être qu'on peut se dire justement que ce résultat est peut-être plus important que ce qui est indiqué, justement, puisque si on compare le créole au comorien, effectivement, on s'aperçoit que le comorien est très, très fortement discriminé. Donc, ces résultats justement concernant les variétés de l'océan Indien confirment des études qualitatives précédentes qui ont vraiment mis en évidence des stigmatisations très fortement subies par la communauté mahoraise et comorienne, et cela depuis plus de 10 années. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les taux de non-réponse concernant justement les discriminations linguistiques, ce taux de non-réponse est particulièrement fort. C'est le plus fort de toutes les questions que l'on a posées. On a posé à peu près une 60aine de questions. Et ça prouve bien justement que ces discriminations positives représentent des questions vraiment, vraiment sensibles. Et donc, en conclusion, je dirais que toutes ces contradictions dans les réponses, dans certaines réponses, et qu'on constate aussi beaucoup de tensions sociolinguistiques justement dans ces enquêtes quantitatives et qualitatives, et que ces discriminations, de toute façon, mettent en évidence une présence forte de la glottophobie. Cette présence forte, elle est liée au mélange, toujours, et aux langues de l'océan Indien, que ces discriminations sont mal identifiées car hiérarchisées, intériorisées, qu'elles sont banalisées et qu'elles sont même parfois légitimées et en tout cas qu'elles relèvent d'idéologies dominantes qui sont fortement ancrées. En tout cas, une grande attention doit être portée aux adaptations individuelles pour que justement une vraie prise de conscience se réalise, qu'un vrai dépassement se réalise et que, bien sûr, non pas dans une image idyllique, mais en tout cas, on va essayer d'y arriver à une paix linguistique et à une cohabitation plus respectueuse des langues. Je vous remercie.